Bonsoir. Dans un monde où les lignes de faille géopolitiques semblent se déplacer chaque jour, il est parfois nécessaire de marquer une pause, de prendre le temps de comprendre. Ce soir, nous vous proposons précisément cela. Une analyse en profondeur des événements qui ont secoué l'échiquier mondial ces 2 dernières semaines. Notre sujet, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la nature changeante de la guerre et son impact sur un équilibre mondial de plus en plus précaire. Voici notre analyse du mardi 27 janvier 2026, intitulée « Russie contre Ukraine, la conduite de la guerre et l'équilibre mondial du pouvoir ». Cette analyse vous est présentée par ProWave AI et générée par Stylo News, l'application d'actualité alimentée par l'intelligence artificielle. Il faut savoir que Stylo News est la version grand public d'un outil bien plus puissant, Stylo Intellops, conçu pour les gouvernements, les militaires et les grandes entreprises. Cela signifie que nos auditeurs ont accès à une technologie d'analyse de l'information qui est normalement réservée aux grands décideurs mondiaux. Alors, plongeons ensemble au cœur de cette actualité complexe. Commençons par le terrain. Là où la réalité est la plus brutale, le 24 janvier, Kiev. Oui, Kiev a été la cible d'un des plus importants barrages de missiles depuis des mois. Et ce qui est frappant, c'est le timing. Ça s'est passé au moment même où des pourparlers de paix commençaient. Absolument. Sur place, les conséquences sont terribles. Panne de courant, coupure de chauffage, d'eau. En plein hiver. En plein hiver, c'est une pression immense sur la population civile. Mais ce n'est pas une coïncidence. C'est ce que j'allais dire, ce paradoxe. Qui n'en est pas un. Ce barrage, c'est un message coercitif de Moscou pour dire « nous négocions, mais en position de force ». Et si on prend un peu de recul sur les 2 dernières semaines, ce qui est fascinant, c'est pas tant cette attaque isolée, mais le schéma qu'elle révèle. C'est une sorte de grammaire de l'escalade, très méthodique. Une grammaire de l'escalade. C'est-à-dire? Regardez la séquence. Le 5 janvier, il commence par des missions de reconnaissance. Des drones, des missiles, comme pour tâter le terrain. Tester les défenses. Exactement. Puis, le 7 janvier, il passe à l'étape suivante. Des frappes sur des cibles économiques. Les infrastructures portuaires d'Odessa, la ville industrielle de Kryvyi. D'accord. Ensuite, le 9 janvier, c'est la démonstration de force technologique. Ils utilisent un tout nouveau missile balistique, l'Oreshnik, sur le Lviv. Et Lviv, ce n'est pas n'importe où, c'est tout près des frontières de l'OTAN et de l'UE. C'est ça. Le message est très clair. Et enfin, le 10, ils reviennent à la guerre économique en attaquant des navires civils à Odessa avec des drones. Avec des victimes. Oui, causant la mort d'un ressortissant étranger. Chaque action est calibrée pour faire pression sur le volet diplomatique. C'est une stratégie de la tension permanente. Et face à ça, comment l'Ukraine réagit? Est-ce qu'on observe un changement de doctrine? Absolument. Et ce changement est incarné par le nouveau ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov. Qui n'est pas un militaire de carrière, si je ne me trompe pas. Non, c'est un ancien entrepreneur de la tech. Et il amène cette culture avec lui. Le 22 janvier, il a annoncé une nouvelle stratégie qui a fait l'effet d'une bombe. L'objectif affiché, c'est d'infliger 50 000 pertes humaines par mois à l'armée russe. Attendez, 50 000 par mois? C'est un chiffre absolument colossal. C'est énorme. Près de 600 000 par an. Est-ce que c'est un objectif réaliste ou c'est avant tout un message psychologique? Pour y arriver, Fedorov mise sur l'asymétrie technologique. Sa doctrine, c'est 1. Plus de drones, moins de soldats. C'est la numérisation de l'armée à marche forcée. Et on en a vu des exemples concrets. Oui. Très vite. Le 13 janvier, il y a eu une attaque de drones réussie sur l'usine Atlanta Aero à Taganrog, en Russie. Atlanta Aero. C'est une usine qui est, et c'est toute l'ironie, un des principaux fournisseurs de drones pour l'armée russe. Il frappe l'adversaire sur son propre terrain de jeu. Exactement. Et ils exploitent des vulnérabilités russes bien réelles. Nos sources parlent de pertes très importantes au sein du haut commandement russe, au moins 19 généraux tués depuis le début de l'invasion. 19? C'est énorme. C'est énorme. Et sur le plan matériel, les nouveaux chars russes, les pissenlits. Ah oui, avec cette cage métallique censée les protéger des drones. Mais se sont avérés très peu efficaces. Mais le détail le plus fou, celui qui montre toute la complexité de cette guerre, il est ailleurs. Il se cache dans les chaînes d'approvisionnement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des enquêtes très poussées ont révélé quelque chose de stupéfiant. C'est-à-dire? L'Ukraine et la Russie, pour leurs drones, elles se fournissent en composants électroniques essentiels, auprès des mêmes usines, en Chine. C'est une situation complètement folle. Une usine à Shenzhen produit des pièces qui finiront par s'affronter au-dessus de Donetsk.
C'est toute la question. Est-ce que c'est une politique délibérée de Pékin pour maintenir une forme d'équilibre ou simplement des entreprises privées qui profitent de la demande? Mais ça montre à quel point ce conflit est aussi une guerre industrielle et logistique mondiale. Et justement, pendant que cette guerre technologique fait rage, parlons diplomatie. Parce que, comme on le disait, pendant que les missiles tombaient sur Kiev, des gens négociaient à Abu Dhabi. Oui, c'est le grand paradoxe de la guerre moderne. On se bat et on parle en même temps. C'est pour parler trilatéraux Ukraine, Russie, États-Unis ont commencé le 23 janvier. Mais à peine ouvert, Moscou a mis une condition sur la table qui a pris tout le monde de court. Laquelle? Le 24 janvier, leur ministère des Affaires étrangères a déclaré que la protection de l'Église orthodoxe ukrainienne affiliée au patriarcat de Moscou était une condition, je cite, essentielle pour la paix. Alors là, on sort complètement du domaine militaire ou territorial, on entre dans le religieux, le culturel. C'est ça. Est-ce que c'est une demande crédible? Ou c'est juste un prétexte pour faire dérailler les négociations? C'est une tactique extrêmement habile. Parce que ça touche à une question fondamentale de souveraineté et d'identité pour l'Ukraine. Pour Kiev, c'est inacceptable. Bien sûr. Ça reviendrait à reconnaître une forme d'autorité spirituelle et donc d'influence de Moscou. En posant cette condition, la Russie transforme un enjeu spirituel en un levier géopolitique majeur. Et pendant que cette partie d'échecs se joue à Abu Dhabi, comment réagit le camp occidental? Est-ce qu'on a un front uni? Loin de là, la cohésion est mise à rude épreuve. Le sommet de Paris début janvier a été très révélateur. Des divergences sont apparues? Clairement, d'un côté, vous avez la France et le Royaume-Uni qui se disent prêts à déployer des troupes en Ukraine, mais attention, seulement après un cessez-le-feu. Pour garantir la paix. Voilà. De l'autre, l'Allemagne et l'Italie sont beaucoup plus prudentes. Elles refusent d'envoyer des soldats avant qu'une paix solide soit signée. Et le Royaume-Uni, il me semble qu'il y a aussi des doutes en interne. Oui, des doutes sur leur capacité militaire réelle à tenir un tel engagement. Bref, c'est une vraie cacophonie. Et c'est dans ce climat de division européenne qu'arrive la nouvelle stratégie de défense nationale américaine, publiée le 24 janvier. Le timing n'est sans doute pas un hasard. Absolument pas. Ce document est peut-être l'événement le plus important de ces dernières semaines. Il pourrait redéfinir la sécurité en Europe pour des décennies. Quels sont les points clés? Il y en a 3. Premièrement, c'est écrit noir sur blanc. Le document transfère une plus grande partie du fardeau de la défense européenne aux alliés européens de l'OTAN. Le fameux partage du fardeau. Le message, c'est « arrangez-vous entre vous ». En quelque sorte, l'oncle Sam ne sera plus toujours là pour tout régler. Deuxièmement, le ton change. La Russie est qualifiée de menace gérable. Gérable, ce n'est plus l'ennemi existentiel. Non, c'est un problème à contenir. Et troisièmement, le point le plus spectaculaire, la stratégie dépriorise la Chine comme adversaire principal. Attendez, ça c'est un virage à 180 degrés. Toute la doctrine américaine récente était axée sur le pivot vers l'Asie. C'est une rupture majeure. Le reflet d'une politique résolument tournée vers l'Amérique d'abord. On voit un contraste saisissant entre les efforts diplomatiques en coulisses, à Davos ou à Abu Dhabi, et cette stratégie officielle qui signale un désengagement militaire progressif de l'Europe. Le message envoyé aux Européens est double en fait. C'est ça, on vous aide à faire la paix, mais préparez-vous à assurer votre propre sécurité demain. Ce qui nous amène à élargir la perspective. Parce que les ondes de choc de ce conflit se propagent bien au-delà de l'Ukraine. Et un dossier a surgi que franchement personne n'avait vu venir. Le Groenland. C'est le développement le plus surprenant et peut-être le plus inquiétant. L'ambition de longue date du président américain Trump d'acquérir le Groenland est revenue sur le devant de la scène. Et la réaction a été particulière. Absolument sans précédent au sein même de l'OTAN. Plusieurs alliés européens, la France, l'Allemagne, la Norvège, ont commencé à déployer discrètement des forces au Groenland. Pour contrer la Russie, j'imagine? Eh bien non, pas pour contrer la Russie. Ils déploient des troupes pour dissuader une action unilatérale d'un autre membre de l'OTAN, les États-Unis. C'est donc une situation où des alliés de l'OTAN se méfient plus d'un autre allié que de l'adversaire officiel de l'Alliance. C'est du jamais vu. C'est une fissure tectonique. Le 19 janvier, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a mis les pieds dans le plat. Il a dit que cette situation risquait de déstabiliser toute l'Alliance et d'enhardir la Russie. Les tensions internes à l'Alliance deviennent elles-mêmes un risque géopolitique. Exactement. Et ces tensions s'expriment sous d'autres formes. La guerre économique, par exemple, est très active. On a vu le projet du Royaume-Uni.
Oui, le 14 janvier. Saisir le pétrole transporté par la fameuse flotte de l'ombre russe pour financer l'effort de guerre ukrainien. La flotte de l'ombre, ce sont ces pétroliers au pavillon de complaisance difficiles à tracer, hein. C'est ça. Une flotte fantôme qui permet à Moscou de contourner les sanctions et de financer sa guerre. S'attaquer à elle, c'est toucher le portefeuille du Kremlin. Le Canada était encore plus loin, il me semble. Oui, en interdisant pratiquement tout commerce avec la Russie. Et puis il y a l'autre front, plus sournois, la guerre hybride. Concrètement, ça veut dire quoi dans ce cas? Pour l'Allemagne, ça a été très concret. Le 23 janvier, Berlin a annoncé avoir démantelé une vaste opération russe qui visait ses infrastructures critiques. Cyberattaques, désinformation. Il y a eu des arrestations? Oui, l'arrestation d'une espionne présumée et l'expulsion immédiate d'un diplomate russe. La preuve que le conflit se joue aussi sur le sol européen. Tout cela dessine l'image d'un monde en pleine reconfiguration. Les alliances bougent. C'est très net. D'un côté, on observe une érosion de l'influence russe en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, mais de l'autre, et c'est un mouvement de fond, on assiste à un approfondissement des liens entre la Chine et la Russie. Comme l'introduction du tourisme sans visa. Exactement. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est un signal fort. C'est un bloc qui se solidifie. Face à ce tableau si dense, si on devait se concentrer sur l'essentiel, quels sont les points à surveiller de très près dans les semaines à venir? Je dirais qu'il y a 3 dossiers brûlants. Le premier, c'est évidemment l'issue des pourparlers d'Abu Dhabi. La question étant de savoir si la condition russe sur l'Église orthodoxe est un vrai obstacle. Oui ou une simple posture de négociation. La réponse déterminera s'il y a une chance de désescalade. D'accord. Le deuxième point? La réponse européenne à la nouvelle stratégie américaine. C'est le moment de vérité. Est-ce que les Européens vont enfin accélérer sur la défense commune ou est-ce que les divisions vont l'emporter? Et le troisième, j'imagine que c'est l'Arctique? Oui, la situation au Groenland, c'est une poudrière au sein de l'OTAN. Est-ce que les tensions vont s'apaiser ou s'intensifier? Ce qui se passe là-bas pourrait avoir des conséquences très chaudes pour tout le continent. Pour résumer notre discussion, on est donc face à un conflit qui a muté. Ce n'est plus seulement une guerre de territoire, Non, c'est une guerre d'usure technologique. où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont un champ de bataille. En parallèle, le paysage diplomatique est fracturé, avec des alliés qui doutent les uns des autres. Et l'émergence de nouveaux points chauds, comme l'Arctique, qui redessine la carte des tensions. Toute cette analyse, ces connexions sont rendues possibles par Stylo News. C'est une application pour mobile et ordinateur que l'on peut télécharger et surtout personnaliser. On peut créer ses propres bulletins d'enseignement en choisissant ses sujets parmi les centaines de médias traditionnels, mais aussi en intégrant les informations de X, anciennement Twitter. Pour obtenir des nouvelles à la demande, alimentées par l'IA et garder une longueur d'avance, abonnez-vous sur www.stylonews.com. Avant de nous quitter, peut-être une dernière pensée. On a vu à quel point des alliances qu'on croyait solides, comme l'OTAN, peuvent être secouées. La question qu'on peut se poser est la suivante. Ce conflit n'est-il pas simplement l'accélérateur d'une reconfiguration beaucoup plus profonde? Celle de la fin d'un ordre mondial qu'on pensait gravé dans le marbre. C'est une question à garder en tête. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Si des sujets particuliers vous intéressent pour de futures analyses, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et pour rester informé au quotidien, suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. Merci encore et à très bientôt.